Tu connais l'histoire de la Première Guerre mondiale? Non. Tout se résume à ce coup de feu à Sarajevo. L'archiduc François Ferdinand se fait descendre. Les alliances s'activent. Et boum, des millions de morts dans la boue. Mais si je te disais que la vraie étincelle n'était pas une balle? C'était un carnet de chèques. Une poignée de banquiers enfermés dans des salles enfumées de Londres à New York. On signait des prêts valant des milliards en monnaie actuelle qui ont transformé une querelle balkanique en le plus grand carnage que l'humanité ait jamais connu. Et le pire, ils ont financé les deux camps. Revenons en 1914. L'Europe est une poudrière. Le nationalisme fait rage. Les armées paradent. Et oui, cet assassinat allume la mèche. Mais derrière les affiches de propagande, tu trouveras quelque chose de bien plus sinistre. Une course aux armements financiers qui couvait depuis des décennies. Je parle d'empires noyés dans les dettes à force d'avaler des colonies. D'étalons or qui craquent sous le poids de la cupidité industrielle. Et d'un réseau de traités secrets qui ne parlait pas de frontières. Il parlait de profit. Imagine, la Grande-Bretagne et la France. La vieille garde, assise sur d'immenses butins coloniaux en Afrique et en Asie. Aspirant des matières premières comme le caoutchouc et le pétrole pour nourrir leurs usines. Mais elles sont endettées jusqu'au cou. L'Allemagne, la puissance industrielle émergente, arrivée tard à la fête coloniale. Désespérée pour des miettes au Maroc et au Moyen-Orient pour alimenter ses aciéries. La Russie et l'Autriche-Hongrie, géants en ruine, empruntant juste pour empêcher leurs empires multi-ethniques de s'effondrer. Et tirant les ficelles, pas des rois ou des kaisers, mais les banques marchandes de la City de Londres. Les Rothschild, les Baring, les Morgan, prêtant à des taux qui feraient rougir un usurier. En 1914, l'économie mondiale est cette toile fragile liée à l'étalon or. Chaque devise nationale adossée à du métal. Ce qui signifie qu'un seul hoquet dans le commerce ou les tarifs. Et l'or s'écoule comme le sang d'une blessure. Ces rivalités impériales n'étaient pas que des tripes d'ego. C'étaient des lignes de vie économiques. La Grande-Bretagne bloque les navires allemands en mer du Nord. Ce ne sont pas des jeux de marine. C'est affamer les exportations de Berlin. Faire s'effondrer leurs banques. Et voici ce qui va te retourner le cerveau. Ces querelles financières n'ont pas seulement rendu la guerre inévitable. Elles l'ont financée. Du prêt de 500 millions de dollars de JP Morgan aux Alliés qui a fait basculer la neutralité américaine. Au razzia d'or désespéré de l'Allemagne sur ses propres alliés. La grande révélation. Un prêt qui a tout changé. Enterré plus profondément qu'une tranchée. Commençons par la racine. L'impérialisme n'était pas une noble quête de gloire. C'était un braquage. Tout simplement. À la fin des années 1800. Les grandes puissances européennes avaient découpé l'Afrique comme une dinde de Thanksgiving. La Grande-Bretagne s'emparant de l'Égypte et de l'Afrique du Sud pour le coton et l'or. La France creusant en Indochine pour le caoutchouc. L'Allemagne arrivant tard avec la Tanzanie et la Namibie pour les phosphates. Pourquoi? Leurs usines crachaient de la fumée 24h/24, produisant des rails d'acier et des fusils. Mais elles avaient besoin de ressources bon marché pour garder les profits juteux. Les colonies signifiaient main-d'œuvre quasi gratuite. Marché captif, et matières premières expédiées vers Manchester ou Berlin. Mais voilà le hic. Construire ces empires n'était pas donné. Chemin de fer à travers les jungles. Fort dans les déserts. Guerre contre les locaux qui n'appréciaient pas d'être colonisés. Tout sur le dos du gouvernement. Ce qui signifiait emprunter gros auprès des banques privées. La Grande-Bretagne, championne du soleil qui ne se couche jamais. Devait des milliards en obligations en 1900, dont une grande partie à ces 5 titans de la City. Les Rothschild avec leur réseau s'étendant de Paris à Vienne. Les Baring, qui venaient de survivre à leur propre fiasco de dette argentine. L'Allemagne ressentait la pression le plus durement. Unifiée seulement en 1871. Elle jouait les rattrapages, son budget naval explosant pour rivaliser avec celui de la Grande-Bretagne. Tandis que les colonies comme le Togo payaient à peine pour elles-mêmes. En 1913, la dette extérieure de Berlin atteignait 20 milliards de marks.
canalisés à travers la Reichsbank et des maisons privées comme la Deutsche Bank. La Russie. Le tsar Nicolas empruntait auprès des banques françaises pour s'armer contre les Ottomans. Ça ressemble à un Monopoly devenu fou. Non, mais rigole si tu veux. Cette pyramide de dettes vacillait. Les tarifs ont déclenché des guerres commerciales. L'isolement splendide de la Grande-Bretagne signifiait étrangler les exportations allemandes. Ce qui a fait s'effondrer les réserves d'or de Berlin. Ces rivalités ont engendré la paranoïa. Le Kaiser Guillaume II n'était pas juste paranoïaque sur l'encerclement. Il fixait la faillite si la Grande-Bretagne étouffait ses routes africaines. Et les banques, elles adoraient ça. Plus de tensions signifiait plus de prêts. Des intérêts plus élevés. En 1914, l'économie européenne était un château de cartes. Chaque roi tenant une hypothèque des mêmes prêteurs. Mais comment cela bascule-t-il dans une guerre totale? Entre les talons or, les menottes invisibles qui ont transformé les rivalités en questions de vie ou de mort. Respire un coup. Tant de parler de l'étalon or. Ça a l'air ennuyeux, comme un truc de manuel d'économie. Mais c'était la machine financière de l'apocalypse qui a verrouillé l'Europe dans la guerre. Depuis les années 1870, chaque grande puissance indexait sa monnaie sur l'or. Une livre, un mark, un franc. Tous échangeables contre un morceau fixe du truc brillant. Ça maintenait le commerce fluide. Les prix stables, jusqu'à ce que ça ne le fasse plus. Pourquoi? L'or est limité. Guerre, famine, grève, n'importe quoi perturbant l'exploitation minière ou le commerce signifiait des sorties d'or. Des effondrements de devises. Et la panique. La Grande-Bretagne thésaurisait 40% du métal mondial en 1914 grâce aux ports coloniaux d'Afrique du Sud et d'Australie. L'Allemagne s'en sortait à peine. Les coffres de la Reichsbank à moitié vides après les constructions navales. Quand les tensions éclataient, comme la crise d'Agadir de 1911 sur le Maroc. L'or commençait à fuir. Les banques augmentaient les taux pour le rappeler, étranglant le crédit pour les fermiers et les usines. Tu imagines, un boulanger berlinois ne peut pas obtenir de prêt parce que la flotte de yachts du Kaiser a vidé. Les réserves, ce n'était pas abstrait, ça touchait les ventres, le chômage explosait, les émeutes du pain fermentaient. Et la solution, plus de colonies pour plus de mines d'or. Mais les colonies étaient à somme nulle. Prends le Maroc et la France fulmine. Emprunte davantage aux Rothschild pour s'armer. Maintenant superpose les secrets. Tu penses que les alliances n'étaient que des poignées de main. Non, c'était des reconnaissances de dettes enveloppées dans des enveloppes classifiées. Le traité de réassurance de Bismarck de 1887. Ultra secret, conclu avec la Russie promettant la neutralité sauf si la France était frappée. Avance rapide au traité de Londres de 1915. La Grande-Bretagne, la France. La Russie soudoie l'Italie avec des morceaux d'Autriche et d'Albanie pour sauter du Candé. Puissance centrale. Clause secrète. Un prêt de 50 millions de dollars plus des parts de butin de guerre. Et ne me lance pas sur l'accord Sykes-Picot. Découpant les terres ottomanes comme une tarte. Tout en catimini pour se partager les champs pétroliers après la victoire. Ce n'était pas de la diplomatie. C'était du capital risque pour le carnage. Avec les banques souscrivant les obligations. L'Allemagne, mise à l'écart, s'est tournée vers l'intérieur, prêtant à l'Autriche-Hongrie, saisissant 71% de leurs dettes en 1918 et dépouillant leurs coffres d'or à nu. C'était de la finance parasitaire. Berlin finançait la machine de guerre viennoise tout en siphonnant le métal pour boucher ses propres trous. L'émotion frappe fort ici. Des millions ont marché pour mourir. Mais c'était les commis à l'or de Francfort qui appelaient les coups. Et si tu sens cette colère juste bouillonner, tant mieux, parce qu'on est à mi-chemin. Et voici où ça devient vraiment tordu. Un banquier américain intervient avec un prêt si massif qu'il ne finance pas seulement la guerre. Il force un géant neutre à choisir un camp. Si cette toile d'or et de cupidité te frappe comme elle m'a frappé. Exposant comment quelques gros bonnets ont transformé des rivalités en rivières de sang. Fais-moi plaisir, abonne-toi pour plus d'histoires non filtrées que les écoles ont oubliées.
D'accord. Dénouement du suspense. Entre J.P. Morgan Jr., le colosse de Wall Street qui a transformé la neutralité en blague. Quand la guerre a éclaté en 1914, l'Amérique était censée rester à l'écart. Wilson prêchait la paix, le public bâillait, mais Morgan, lui, sentait le profit. Dès le premier jour, son entreprise est devenue l'acheteur personnel des Alliés. 3 milliards de dollars en munitions, nourriture, acier, tout canalisé à travers J.P. Morgan & Co. comme agent exclusif. Ça fait plus de 80 milliards aujourd'hui. Les amis, un seul prêt de 1915. 500 millions de dollars à la Grande-Bretagne et la France. La plus grosse émission d'obligations étrangères jamais vue. Les Rothschild ont contribué depuis Londres, virant des fonds pour maintenir Paris à flot. Pourquoi risquer ça? Au diable la neutralité. Les associés de Morgan savaient qu'une victoire allemande signifiait des dettes en défaut. En 1916, la Grande-Bretagne finançait tout le monde. La facture complète de l'Italie. Les 2/3 de la France. Les réserves d'or de la Russie vidées. Investissement à l'étranger mis en gage. Crédit privé au maximum. Entre l'oncle Sam, Morgan a fait du lobbying intense auprès de Wilson, murmurant que l'effondrement des Alliés coulerait les exportations américaines. Le comité de New York l'a cuisiné plus tard. Il s'avère que ces prêts avaient lié les mains de l'Amérique. Défaut sur les milliards de Morgan. Armageddon économique. Alors en 1917, les Dough Boys ont embarqué, pas seulement pour la démocratie, mais pour protéger le grand livre de Wall Street. L'Allemagne a essayé de contrer des pactes secrets avec les Ottomans pour des expéditions d'or. Soutenant Vienne avec 3,5 milliards de marks en crédit. Mais ça s'est retourné contre eux. Les billets de la Reichsbank ont triplé. L'inflation pointait. Les banques centrales, fraîchement sorties des presses comme la Fed en 1913, ont suspendu la convertibilité de l'or, imprimant de la monnaie fiduciaire comme des confettis. Plus de règles du jeu. Juste une monétisation de la dette sans fin. La guerre a coûté 28 milliards de dollars au total. Les impôts ont couvert des cacahuètes. Les obligations vendues sur le patriotisme achetées par mamie et les gosses. Mais qui a encaissé? Les maisons Morgan et Rothschild empochant des commissions pendant que les tranchées se remplissaient de pauvres. C'est déchirant, n'est-ce pas? Les lettres du front parlent de boue et de camarades perdus. Mais chez eux, les salles de conseil trinquaient auprès de victoire. Le coût humain, 16 millions de morts, des empires brisés. Pourtant, la toile financière a perduré. Les États-Unis ont émergé en rois créanciers. Londres détrôné mais toujours en manigance. Ce n'était pas un accident. C'était une architecture. Alors que les armes se taisaient en 1918, les grands livres ne se soldaient pas. Ils ont brisé le monde. Versailles n'était pas la paix. C'était un piège à dettes rechargé avec des réparations enchaînant l'Allemagne à l'hyperinflation. Et à la montée d'Hitler. Cette balle de Sarajevo. Catalyseur. Oui, mais la vraie bataille s'est menée dans les coffres où l'or l'emportait sur la gloire et les prêts. Survivait aux vies. Nous avons romancé les tranchées. Mais l'horreur véritable est ici. Des gens ordinaires. Ton arrière-grand-père dans la boue. L'esprit bombardé dans le no man's land. Sacrifié pour des feuilles de calcul. La prochaine fois que tu entendras, la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Souviens-toi que c'était la guerre qui a créé la finance moderne. Les Rothschild et les Morgan n'ont pas tiré de coups de feu. Mais leur encre a tracé les cartes de la misère. Et aujourd'hui, ça résonne dans chaque tweet de sanction. Chaque plan de sauvetage du FMI. Si ça t'a retourné la tête sur l'histoire, laisse un commentaire. Quel est le mouvement financier louche que tu as repéré dans les guerres modernes? Abonne-toi, on ne fait que gratter la surface. Merci d'avoir regardé. Reste curieux, reste sceptique. L'histoire n'est pas terminée, elle est sous-écrite.